Faut pas que je me congèle. Faut pas que ton nez il gèle. Ouais. C'est donc armé d'anorak et en ferry que Martin et sa famille abordent les côtes islandaises. Le camion maison tout-terrain est le véhicule idéal pour parcourir cette terre des extrêmes, située à la frontière de l'Arctique et cernée par l'océan Atlantique. L'Islande n'est pas très grande. Le pays est 7 fois plus petit que la France, mais il compte 200 fois moins d'habitants, ce qui en fait le pays le moins dense d'Europe. Le ferry a accosté à Seyðisfjörður, un port niché dans les fjords du nord-est de l'île. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue en Islande. Nous allons voir que c'est un pays où il y a plein de bonnes idées pour le monde de demain. Alors nous sommes au mois de juin et comme l'Islande est un pays très au nord sur le globe, nous allons voir que le soleil ne se couche jamais. Il fait jour tout le temps. Ça va nous laisser plein de temps pour visiter ce très beau pays. Ouais. Allez, go! Il ne faut pas rouler bien loin pour découvrir des paysages à couper le souffle. Terre de glace et de feu, l'Islande est une île sauvage où la nature semble inchangée depuis les origines. L'île attire les amoureux des grands espaces et les photographes du monde entier. La famille a rendez-vous avec Jacques, un Français amoureux de cette terre, pour partager ses bons plans. Salut Jacques, c'est quoi ton bon plan? J'espère que c'est un bon plan, tu vas me dire ça tout à l'heure. Le bon plan de Jacques est une spécialité locale réservée aux initiés. How do you say? Comment vous prononcez ce nom? Uma, Humarloka. Uma Loka, three please. 3 s'il vous plaît. And where does it Et come elles viennent d'où from? ces langoustines? Langoustine. Over there. Juste là, le bâtiment vert. Wow. And Et elles sont pêchées ici? Oui. Ici, tu me disais, c'est un peu le kebab des Islandais. Ah bah ouais, c'est un peu ça, ouais. Kebab, mais à la langoustine. Kebab à la langoustine, quoi, chacun son truc. Hein. Et l'Islande, vraiment, t'es accro alors? Je suis complètement amoureux. Il y a une variété fantastique. Tu passes d'une météo, de la neige, de la grêle, la pluie, un temps superbe, un élan qui traverse la route. Et du coup, ça donne des couleurs incroyables. Tu as vu les moutons là sur la route? Ouais. En plus, c'est la saison des naissances. Avec les là. agneaux, des Ouais. agneaux là, adorables, des boules de laine, c'était une merveille. Un bon bout. C'est bon? Super bon, hein? C'est excellent. En fait, il y a du poivron rouge, oignon rouge, salade et la langoustine qu'ils ont fait cuire avec une sauce, je ne sais pas laquelle, dans du pain chaud. C'est vraiment très bon. Merci Jacques pour l'adresse. Jacques a raison. Le ciel et les décors changent en l'espace d'un clin d'œil. Cette île volcanique se trouve à cheval sur 2 plaques tectoniques. Le calme en surface est donc trompeur, car il règne une grande activité sous terre. C'est ce que vont découvrir Chine et Martin dans le champ géothermal de Gésir. Les geysers sont un phénomène naturel assez rare. C'est le magma de la Terre qui chauffe la roche en profondeur et qui à son tour va chauffer l'eau en sous-sol. Mise sous pression, elle jaillit alors à la surface selon un cycle régulier. Et toujours sur le brouillard. Cette puissance naturelle a été domptée par les Islandais qui la transforment en énergie. C'est là. Martin et Chine vont visiter la plus grande centrale géothermique du pays, celle de Heliseøy. Martin, Laure, Hi. Fred. Et moi, c'est Christian. Ravi de vous rencontrer. Donc ça, c'est une centrale géothermique. Oui, c'est la plus récente et la plus grande centrale géothermique d'Islande. Nous avons commencé à utiliser l'énergie géothermique dans les années 30 pour le chauffage domestique. Mais la production d'électricité a débuté dans les années 70. Ok. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, bien sûr. Ici, vous pouvez voir notre volcan. Il s'appelle Hengil. Là, c'est notre centrale. Vous voyez que nos forages vont très profond dans le sol. Et plus profond encore, il y a le magma qui réchauffe les roches situées au-dessus.
L'eau provient d'un glacier plus au nord et s'écoule dans le sous-sol avant de chauffer à l'approche du volcan. Et c'est ce que nous allons chercher à 3 km sous la surface pour l'utiliser. Donc vous produisez de l'électricité grâce à la vapeur? Oui, mais nous récupérons dans le sol à la fois l'eau chaude et de la vapeur. C'est pourquoi nous devons les séparer. Nous laissons l'eau chaude et la vapeur se diriger dans un réservoir dans lequel l'eau reste au fond tandis que la vapeur remonte. L'eau va directement alimenter les maisons des Islandais en eau chaude et en chauffage. La vapeur, elle, va suivre un autre parcours pour produire de l'électricité. Ici, tu as une maquette de la turbine. La vapeur rentre par un tuyau situé ici et un autre de l'autre côté, puis circule dans ce sens et fait tourner la turbine. Donc en fait, c'est comme un réacteur d'avion, mais à l'envers? C'est exact, oui. Et ici, c'est l'arbre de transmission de l'autre côté qui va dans un générateur. C'est là que l'électricité est fabriquée. Là-bas, tu peux voir la turbine, la vraie. Et là-dedans, c'est là qu'on fabrique l'électricité. C'est ce qu'on appelle un générateur. Il y en a 4 dans cette pièce, qui à eux seuls produisent assez d'énergie pour alimenter tout Reykjavik, c'est-à-dire environ 200 000 personnes. Avec des milliers de sources chaudes, les pentes du volcan Engil forment la zone géothermale la plus étendue d'Islande. Il faut constamment surveiller la soixantaine de puits qui extraient la précieuse énergie, car il arrive qu'ils se bouchent. Après avoir utilisé la vapeur et l'eau chaude, nous les réexpédions dans le sol, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'environnement. Maintenant, derrière toi, ce sont les tours de refroidissement. Elles servent à refroidir la vapeur et la renvoyer sous terre. En Islande, 9 maisons sur 10 sont chauffées grâce à la géothermie. Le potentiel énergétique du pays est bien supérieur aux besoins de sa population. Mais comme il est difficile d'exporter l'électricité sur de longues distances, ce sont les industries fortes consommatrices d'énergie, comme les usines d'aluminium, qui se sont installées sur place. Grâce aux pluies abondantes et aux glaciers qui recouvrent 10% du pays, l'eau est omniprésente sur l'île. La cascade de Seljalandsfoss fait partie des plus petites, avec ses 65 mètres de hauteur. Celle de Svartifoss, la cascade noire en islandais, est entourée de colonnes de basalte qui font résonner la chute de l'eau dans un orgue géant formé par la lave. L'eau coule en abondance, mais il fait tellement froid qu'on ne voit pas beaucoup de champs cultivés en Islande. Là encore, les Islandais ont dû innover. Voici les serres de Hveragerði, une petite ville qui porte bien son nom puisque Hveragerði signifie les jardins chauds. Sous les serres, on trouve un fruit qui ne pousse pas sous ces latitudes. De quoi intriguer les enfants qui ont décidé de mener l'enquête. Ils sont chauds les tuyaux. On fait croire aux tomates qu'on est dans un pays chaud. Ça marche? Ouais. Et on met aussi de la lumière pour faire croire la lumière du soleil. Ah oui. Et les tomates n'y voient que du feu. Les serres produisent chaque jour environ 400 kg de tomates bien mûres toute l'année. De son côté, Martin a découvert qu'en plus, elles étaient 100% bio. Voici le genre de système que nous utilisons. Le responsable de la serre a recours à des mouches vertes et des araignées rouges pour éviter que ces tomates ne soient attaquées par les pucerons ou autres indésirables. Cela s'appelle le biocontrôle. Nous n'utilisons aucun produit chimique. Ce n'est pas juste pour le marketing. Les gens ici aiment manger de bons produits. Et puis il y a déjà tellement de poison autour de nous. Les Islandais tentent de préserver leur terre. Les Islandais achètent des produits locaux car ils savent qu'il n'y a pas de poison dedans. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Parce que nous sommes en train de détruire la planète. Voilà donc pourquoi ces tomates sont si belles. Ces insectes utiles sont introduits dans les serres pour détruire les parasites en ne laissant aucune trace sur le fruit qu'ils n'aiment pas. En revanche, pas de quartier pour les intrus qui, aussitôt repérés, sont mangés.
Ça, c'est une mouche verte. Et ça, c'est une mouche blanche, morte. Donc ça marche très bien. Oui, très bien. Mieux que tout le reste. Mais sans la reine des insectes, rien ne serait possible. Regarde, il y a une petite abeille qui sort. C'est pour transporter la graine de la fleur mâle à la fleur femelle. Ah oui, on appelle ça comment? Pollinisation. Seulement en ce moment, les abeilles traînent un peu des ailes. Les abeilles sont un peu paresseuses à cette époque. Elles ne volent pas beaucoup. Elles restent tranquillement à la maison où elles ont du miel et des trucs à manger. On est toujours un peu obligé de les réveiller pour les faire sortir. Et leur dire de se mettre au boulot? Oui, de se mettre au boulot. Mais en été, je pense qu'il fait trop chaud là-dedans. Donc elles sortent davantage et pollinisent bien. Donc on a plus de tomates. Les tomates sont cueillies bien mûres, puisqu'elles n'auront pas à être transportées bien loin pour être dégustées par les Islandais. Elles seront moins chères et meilleures. Grâce à la géothermie, on peut faire pousser bien d'autres choses. C'est ce que la famille va découvrir dans les serres de l'Université agricole d'Islande. Alors là, il y a des figues, là, il y a des bananes, là, il y a du café, là, il y a des fleurs exotiques. Des cactus, des lauriers roses, des mandarines. On se croirait dans un jardin méditerranéen, voire même un peu plus loin. Une fleur de bananier. Où ça? Là. Tu apprends une bien mûre, hein? Voilà, prends celle-là, elle est mûre aussi. Alors, comment elle est cette banane? Elles ont pas le même goût que les bananes du Costa Rica. Un peu dure la mienne. Et bah, tout cela m'a creusé. T'as faim, toi, Martin? Oui. Bah, écoute, ça tombe très bien parce qu'on va aller rendre visite à Olafus, qui est un restaurant où l'on cuisine grâce à la géothermie. Son restaurant s'appelle Knut and Kunst, qui veut dire de la viande et de l'art. Tout un programme. Oh là là, ils ont l'air trop bons ces gâteaux. Bonjour. Hello, comment ça va? Ouais, bonjour, bonjour. Olafur n'est pas un chef comme les autres. Il a transformé des fours électriques en panne en fours à vapeur géothermale. Ici, nous avons un four qui ne marche qu'à la vapeur, à 170 degrés et 14 kbar de pression. C'est très efficace. Mais le piano de cuisson se trouve en plein air. Olafur l'a imaginé et construit lui-même. C'est la seule cuisinière au monde qui, à ma connaissance, fonctionne grâce à la géothermie. Rien ne se perd. Toutes les vitamines, tout le goût, tous les arômes sont conservés. 6 minutes plus tard, le suprême de poulet est prêt. Superbe. Et le cabillaud pêché le matin même est cuit à cœur en à peine 4 minutes 30. Tu peux porter les pommes de terre? Allez, on y va. Allez, viens mon ami. Bon appétit. Et voilà le poisson pour toi, mon ami. Bon appétit. Splendide. Alors, je sais pas où est-ce qu'il veut nous emmener. On part derrière son restaurant. À quelques mètres de là, Olafur dévoile à la famille le point chaud de la ville. Je peux vous assurer qu'ici, c'est très chaud. Parce que 1 kilomètre sous nos pieds, ça bouillonne à 1070 degrés. Mes tuyaux traversent ce terrain jusqu'à mon restaurant. Et tous les habitants de Veragerdi profitent de cette énergie pour chauffer leur maison, prendre un bain, enfin tout ce qu'ils veulent, quoi. Tout provient de ce petit endroit.
On peut dire que c'est le cœur de la ville. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Martin, tu vois ce gros trou-là? Autrefois, les gens y jetaient leurs ordures. Ils l'ont rempli encore et encore jusqu'à ce que ce soit plein. Mais un jour, il y a eu un gros tremblement de terre et tous les déchets sont remontés à la surface. Les habitants les ont reçus en pleine tête. C'est une manière pour la Terre de dire « Stop, arrêtez de mettre vos ordures ici ». Maintenant, tu vois, c'est propre. Il faut donc prendre un peu soin de notre planète, mon grand, d'accord? Vous faites quoi? On fait cuire un œuf. Ici? Oui, dans la source chaude. Ah super. Et ça prend combien de temps? 10 à 12 minutes. Et vous allez le manger ensuite? J'espère bien, oui. La famille a passé la nuit sur le parking du restaurant de la Fure. L'occasion pour Laure d'essayer le petit déjeuner vapeur. Alors, nous allons voir si ça marche, cette cuisine vapeur. Là encore, en à peine 3 minutes, les œufs au bacon sont prêts. Pas besoin de gaz ni d'électricité. Table. Tiens. Bien solide, bien cuit. C'est très bon. On ne cuit pas que des œufs dans l'eau chaude, on peut aussi y mettre des humains. Martin, Chine, Laure et Fred partent découvrir les sources chaudes des environs. Il y en a une centaine dans tout le pays. Et bien souvent, elles sont perdues au milieu de nulle part. Mais attention, il ne faut pas tremper ses doigts de pied n'importe où. Chine, allez, au maillot de bain, on va se baigner. On va pas se baigner ici. Qu'il y ait une rivière et que ça soit de moins en moins chaud et après ça sera bon. Là, c'est un peu trop chaud. Ouais. Là, c'est bon pour cuire. Ouais. Cuire ou bouillir, car dans la plupart des zones volcaniques, la température des sources chaudes peut atteindre les 100 degrés. Alors, nous sommes sur le point d'arriver, mais je crois que nous avons une blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, Chine? Dis-moi. Eh ben, elle est tombée en voulant rattraper son père et son frère. Il y avait un caillou sur le chemin et elle a mis les pieds dessus et boum, badaboum. Et alors, ça fait un bobo. Ah, un genou en moins. Hein. Ouh, ça contraste franchement avec l'air extérieur. Elle doit être à pas loin de 40 degrés, je pense. C'est chaud. Alors, ce bobo, Chine, comment il va? Il n'y a plus beaucoup de sang, on voit que c'est... C'est presque guéri. Tu penses que cette eau, elle est bonne là, pour ton bobo ou pas? Ouais. Et chaude. Elle est chaude et il y a plein de minéraux dedans qui viennent du volcan. Rien de tel qu'une petite balnéothérapie en famille avant de reprendre la route. Fred, Laure, Martin et Chine quittent la région de Veraguerdi pour se rendre plus au nord. Ils décident de longer la côte ouest de l'île pour aller voir la fameuse arche de Witsercourt, une curiosité de la nature à ne pas manquer. Sur la route, la famille croise quelques paysages irréels dont certains rappellent un peu la France. Alors là, on est à la pointe la plus au sud de l'Islande. On dirait Etretat. Dominée par la falaise du Reynisfjall, la plage de Vik est classée parmi les 10 plus belles du monde. Elle doit sa réputation à son sable noir et à la présence d'aiguilles rocheuses que les Islandais appellent les rochers des trolls. Et voici l'arche de Witsercourt, qui signifie littéralement en français « chemise de nuit blanche ». La légende raconte qu'il s'agit d'un troll pétrifié par les rayons du soleil alors qu'il était occupé à lancer des pierres. Un coquillage entier, un gros. Et en plus, c'est pas facile de trouver des coquillages en Islande. Chine a raison.
l'eau est trop froide pour la plupart des coquillages. Plus généralement, les conditions de vie en Islande sont très rudes pour les animaux et la végétation. Il y a longtemps, les forêts couvraient 30% du territoire, mais les hommes et l'érosion ont eu raison de la plupart des arbres. Mais d'où il vient ce bois? Il n'y a pas de forêt ici. Et ben, tu vois, c'est du bois flotté, il a été emmené par la mer. Il peut venir de très très loin. Les forêts de bouleaux ont été décimées par les premiers hommes qui se sont installés sur l'île il y a plus de 1000 ans. C'étaient des Vikings. Alors là, on est dans un village de Vikings. C'est les premiers habitants qui est en Islande. Et donc on va voir comment est-ce qu'ils vivaient, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Les Vikings étaient des explorateurs, des commerçants et des pillards venus de Norvège ou de Suède. Ils sont arrivés sur cette île en plein Moyen-Âge, autour du 8e siècle. Ça, c'est en os de cerf. Ah, de cerf. Oui, et celle-ci est faite à partir d'un oiseau. Un oiseau? Oui, mais lequel? Un gros oiseau. Dans ce marché artisanal, on découvre le mode de vie des ancêtres. La famille rencontre l'organisateur. Il s'appelle Steinar Mann, fils de Magnus. Il est la mémoire vivante du passé viking de l'Islande. Allons voir mon ami Ulvar. C'est un vieux prénom qui signifie loup. Tu vois, là il est en train de faire des bagues et des colliers avec les anciennes lettres vikings, les runes. Celle-là, c'est pour protéger les marins, pour plaire à Aegir, le dieu de la mer. Ici, ils font des broches pour vêtements, comme celle-ci, mais en plus gros, car il n'y avait pas de boutons à l'époque. Qu'est-ce que vous faites? Je fabrique des pipes. Nous, les Islandais, vivons sur une île. Nous avons toujours été coupés du monde. C'est pour ça que notre langue est restée très pure. En fait, nous parlons le vieux norrois. Nous pouvons lire les anciens manuscrits sans enseignement particulier. Je me souviens aussi très bien de ma grand-mère qui ne jetait jamais rien. Elle disait toujours « réutilise-le, réutilise-le encore », surtout pour les matériaux comme le bois ou le fer. C'est aussi pour cette raison que nous avons dû apprendre à utiliser l'eau chaude, l'énergie géothermique. Quand tu étais un vrai chef, tu avais droit à ta propre piscine d'eau chaude pour t'y baigner tous les jours. En ça, nous étions probablement un peu différents du reste de l'Europe. Nous nous lavions sans doute plus souvent à cette époque. Qu'est-ce qui se passe là? Les Vikings étaient connus pour leur pillage et leur esprit guerrier. Aujourd'hui, ils s'en amusent. Jusqu'au XIIe siècle, ils ont vécu dans un climat plutôt clément, ce qui leur a permis de s'établir durablement et d'élever des moutons. Mais le surpâturage a provoqué érosion et déforestation. Très vite, ils ont manqué de bois pour construire leurs bateaux et commercer avec l'Europe. Les Islandais étaient des paysans, mais aussi des conteurs et de grands poètes, inspirés par une nature flamboyante et une atmosphère énigmatique. La famille retourne vers le sud du pays, cap sur la région de Þingvellir, pour une découverte géologique étonnante. Fred a rendez-vous avec Alexis Marcelin, un Français qui vit sur l'île. Fred. Salut. Salut. Je te présente Salut. Chine, Martin. Et Laure. Et alors, enchanté. Bienvenue dans la faille de Silfra. La particularité de cet endroit, c'est bien sûr cette faille. Qui est la fameuse faille donc, qui sépare l'Islande en deux parties. C'est ça. De l'eau vient s'engouffrer, de l'eau qui vient directement de la fonte des glaciers. Donc une eau pure. Oui, je la vois là, c'est super. Potable. Ouais. Mais elle ne doit pas être chaude, hein? C'est quoi? Elle n'est pas chaude, 2 ou 3 degrés toute l'année. Ah. Et bon, je sais que tu es plongeur. Donc mon idée c'est de t'amener plonger ici, ici là, carrément dans la faille. Dans la faille de Silfra.
Dans une eau à 2 degrés. Dans une eau à 2 degrés. Une plongée en eau froide, ça se prépare. Comme si tu plongeais dans un congélateur. À 2 degrés, c'est plus froid qu'un frigo. Un frigo, c'est 5 degrés. Il faut 2 couches de vêtements avant d'enfiler une combinaison parfaitement étanche. La moindre entrée d'eau peut être fatale aux plongeurs. La préparation demande donc un peu de concentration. Tu veux pas être mouillé? Bah, si tout se passe bien, il n'y a pas d'eau qui rentre. Bon ben voilà. Il ne faut pas être frileux, c'est certain. Mais la beauté du site fait rapidement oublier le froid. L'eau du glacier traverse 50 km de roches volcaniques. Elle arrive donc dans la faille parfaitement filtrée. Ce froid et cette pureté offrent une visibilité à 100 mètres. On n'y croise aucun poisson. Seulement quelques algues que l'on appelle ici les cheveux de troll. Fred est dans le seul lieu au monde où l'on peut toucher 2 continents à la fois. Waouh, super. On a littéralement l'impression de voler tellement l'eau est claire. C'est magnifique. C'est l'Islande mais à l'envers. Super. Dans ce pays minéral au climat rude, il y a peu d'animaux. Les premiers Islandais avaient amené des chevaux qu'on croise encore en liberté dans les champs de tourbe. Ces petits chevaux rustiques se sont parfaitement adaptés à l'île et n'ont subi aucun croisement depuis 1000 ans. L'Islande possède peu d'espèces animales indigènes. Il y a beaucoup d'oiseaux, des phoques et des baleines, mais le renard polaire était le seul mammifère terrestre de l'île. En s'installant ici, les hommes ont introduit des chats et des chiens, des moutons et des vaches. L'île compte 200 000 m² de serre chauffée et on y trouve parfois de savoureuses surprises. Bien oui, j'achète des fraises en Islande grâce à la géothermie. Et donc il n'est pas gros le trou hein, pour un billet de 1000. Donc c'est Si, une ça boîte. va. Alors, qu'est-ce qui va vouloir manger des fraises? Ça va nous changer des pommes, hein? Elles sont ici? Ah oui, dans les serres. Dans les serres qui sont chauffées par la vapeur. Tiens. Cap vers l'est de l'île pour des bivouacs toujours plus incroyables. La famille s'est adaptée au mode de vie islandais et chaque matin, elle démarre avec un petit rituel. Une piscine de jeux naturels. Voici la magie de l'Islande. Il doit faire à peu près 0 degré en température extérieure, mais la température de l'eau est de 38-39 degrés. Sans dire que moi j'ai froid et eux ils sont super bien. Retour vers le nord à la recherche de la neige qui n'est jamais bien loin. Alors aujourd'hui c'est tempête, la météo annonçait un vent de 10 mètres seconde, ce qui fait 360 km/h. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas ça souffle fort. Et bientôt à la neige. Ouais.
c'est sur la route. T'as vu, là, il y a 1 mètre. Environ 10% du territoire est recouvert de glaciers. Malheureusement, à cause des dérèglements climatiques, les glaciers islandais fondent à vue d'œil. Certains ont reculé de plusieurs kilomètres en un siècle. La fonte des glaciers crée de gigantesques rivières et les véhicules 4x4 sont obligatoires sur la plupart des pistes. Mis à part la géothermie, l'île dispose de peu de ressources et tire sa richesse de la pêche et de l'élevage. Beaucoup d'Islandais vivent toujours dans des fermes isolées entourées de pâturages. C'est une ferme de ce type que la famille va maintenant visiter. Elle se trouve à 469 mètres d'altitude et est totalement isolée durant les mois d'hiver. Voilà Martin, Chine. Bonjour, moi c'est Vili. Ok, donc ça c'est ta ferme. Oui, c'est ma ferme. Tous les bâtiments que l'on voit sont faits de terre et d'herbe. Oui. Pourquoi as-tu décidé de faire comme ça? Parce qu'il y a encore un siècle et demi, toutes les maisons étaient construites avec de l'herbe et des rochers. Vili a récupéré la ferme familiale pour accueillir des touristes. Ici, c'est la cuisine pour les campeurs. Ah, tu as aussi un camping. Oui. Comme vous avez pu le voir, sur une île telle que l'Islande, il n'y a pas de bois et tout est loin. C'est en partie pour cela que l'on construit nos maisons dans le sol. On utilise les rochers et la terre comme isolant naturel. Ensuite, on fabrique le toit sur lequel on rajoute de la terre et de l'herbe. C'est idéal pour avoir chaud en hiver. Pourquoi les rochers ne vont pas plus haut? Parce que si tout était en terre et que les gens marchaient près des murs, cela s'effriterait comme ça, tu vois? C'est pour ça qu'on met des rochers jusqu'à cette hauteur, puis de l'herbe. Comme les maisons sont à moitié enterrées, elles sont moins exposées au vent et aux tempêtes. Même s'il fait moins 30 à l'extérieur, à l'intérieur, la température peut monter jusqu'à 10 degrés grâce à la chaleur du sol. Tous les matériaux sont locaux et en abondance. Pour construire, il n'y a qu'à se baisser. J'ai beaucoup de champs, donc je peux construire encore beaucoup de maisons. La technique est simple. On découpe des plaques d'herbe de la taille d'un paillasson avant de les empiler pour faire les murs et les toits des maisons. Voilà comment on fait les murs. Pas besoin de semer. Non. C'est la nature qui fait le boulot. C'est la nature. Je n'aime pas les semences, parce qu'elles viennent souvent d'ailleurs, et ça ne prend pas forcément ici. Tu vois, nous étions dans cette maison. Oui. Elle n'est pas très haute, puisqu'elle est creusée dans le sol. On fabrique des murs épais comme ça. Et sur le toit, on met environ 5 couches par-dessus. Est-ce qu'il faut arroser cette herbe? Oui, seulement en été. S'il fait chaud et que le soleil brille pendant plusieurs jours, alors on arrose. Mais ça n'arrive que 2 ou 3 fois durant tout l'été. On a construit cette maison il y a 12 ou 13 ans. Et depuis, on n'a pas touché au mur. Ça peut encore durer 50 ans sans problème comme ça. Perdue au milieu de nulle part, la ferme est obligée d'être autonome en énergie. Vili a construit son propre barrage ainsi qu'une petite centrale hydraulique qui lui fournit l'électricité dont il a besoin. Un bel exemple d'adaptation à son environnement, alors même qu'il est plutôt hostile. La famille se dirige maintenant vers le nord à la découverte d'une autre merveille géologique. L'Islande est un cas unique au monde. Elle est parcourue du nord au sud par une faille qui constitue la partie émergée de la dorsale médio-atlantique. Alors ça, c'est la faille qui coupe l'île en deux et qui s'écarte de 2 cm par an. Et de ce côté, c'est la plaque américaine et de ce côté, c'est la plaque eurasienne. Elle est immense, cette faille. L'eau des glaciers s'écoule dans cette faille, ce qui donne des cascades impressionnantes. Celle de Dettifoss n'est pas la plus grande, mais c'est la plus puissante.
Il coule ici jusqu'à 200 mètres cubes d'eau par heure et les Islandais se servent de cette force pour produire les 2/3 de leur électricité. Énorme! Et t'as vu les rochers là en bas? Ouais! Le camion file à travers un gigantesque désert de lave au centre du pays. Avec ses 3000 km², c'est le plus vaste champ de lave du monde. Alors nous voici maintenant sur une piste à l'intérieur du pays. Le paysage est aride et ressemble étrangement à la Lune. Et c'est pour ça que la NASA, les Américains, sont venus ici pour préparer la mission Apollo pour entraîner leurs cosmonautes. C'est l'endroit qui ressemble le plus à la Lune au niveau paysage sur Terre. Mais également, c'est un endroit qui était au Moyen-Âge fréquenté par les bandits. On y aurait même vu certains trolls. Donc ce chemin était hanté pour les voyageurs pendant très longtemps. Mais nous autres, très courageux, nous n'avons pas peur et nous y allons. Vous n'avez pas peur? Non. Regarde, 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 ça c'est les traces de trolls, ça. N'importe quoi. C'était au Moyen-Âge. Regarde, tu l'entends le troll derrière moi? Un tour du monde en passant par la Lune, c'est pas beau ça? Ouais, mais c'est pas la vraie Lune. Pas vraiment. Moi je veux aller sur la vraie. Ouais, Ouais, ça va en aller. fusée. Les volcans en activité sont nombreux et puissants. Ils redessinent sans cesse la géographie du pays, obligeant les Islandais à refaire leurs cartes tous les ans. De son côté, le voyageur peut revenir chaque année sur l'île et avoir l'impression de découvrir un nouveau pays. La lave, c'est drôle, c'est tout léger. Alors voilà un champ de lave de cette année, une lave toute fraîche. Le volcan était en éruption de septembre à mois de mars. Donc il y a à peine quelques mois que cette lave s'est déposée ici. Donc elle est magnifique, elle est déjà solide. Et on voit quand même que ça fume derrière, donc la chaleur n'est pas loin. L'Islande est bien connue pour la beauté de ses paysages, mais également pour les croyances encore bien vivantes de ses habitants. C'est le pays des elfes et des gnomes. Créatures invisibles pour la plupart des humains, il n'est pourtant pas rare d'en croiser la trace sous forme de cailloux empilés qui indiquent le chemin aux voyageurs. Les Islandais rapportent de nombreuses histoires dans lesquelles des membres de leur famille ou des connaissances ont vécu quelque chose qui semble confirmer l'existence des trolls. L'une des raisons est certainement la violence des phénomènes naturels en Islande qui oblige les habitants à respecter la nature sous toutes ses formes. La famille poursuit son exploration dans le nord du pays. Elle se dirige vers le lac de Mývatn qui borde le volcan Krafna. Depuis le temps des Vikings, c'est l'un des rares endroits habités dans les hautes terres de l'île. Malheureusement, en islandais, Mývatn signifie lac des mouches. Là, Qu'est-ce qui t'arrive, Chine? il y a 3 tonnes de moucherons dehors. Cratères, fumerolles, failles, plusieurs phases d'activité volcanique ont sculpté ce paysage. Ici, la croûte terrestre est particulièrement fine et on sent que le sous-sol est en furie. L'eau est très chaude. Dans le temps, les gens venaient ici pour se baigner. Et depuis l'explosion du volcan Krafla, c'est entre 75 et 84, l'eau est montée à des températures de 45 degrés environ. Ce qui fait que la main, ça va à peu près, mais le reste, impossible. Dommage. Les cratères se remplissent d'une eau bleu turquoise grâce à la diatomée,
Une algue qui raffole des minéraux. Un panorama idéal pour préparer le goûter. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, Chine? Un pain d'épices. Alors, la recette du pain d'épices, qu'est-ce qu'il faut mettre? Du lait, du beurre, du miel et un peu de farine. De son côté, Martin s'occupe des prochaines destinations de la famille. Piscine d'eau chaude naturelle, curiosité à ne pas manquer, tout est rentré dans le GPS du camion. Et comme nous sommes en Islande, Chine va faire cuire ses pains d'épices dehors. Ici, les habitants ont creusé des trous pour profiter de la chaleur de la terre. Ils utilisent quotidiennement ces fours naturels pour faire cuire leur pain. Cela va prendre un peu plus de temps que dans un four classique, mais ici personne n'est pressé. Martin a repéré un four vide. La température y est de 80 degrés, c'est idéal pour une cuisson lente. Chine a mis sa préparation dans des briques de jus de fruits, recyclées en moule à gâteau. Il n'y a plus qu'à attendre 24 heures. On revient demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Une douche ouverte. Une douche ouverte. Moi, je connais deux petits cochons qui vont avoir le droit d'aller à la douche. Il n'y a qu'en Islande qu'on trouve des douches chauffées en plein air et en libre service. Honneur aux filles. Elle est super bonne l'eau, mais dehors il fait froid quand on sort. Dans ce pays peu peuplé, qui compte moins de 3 habitants par kilomètre carré, les endroits isolés ne manquent pas pour bivouaquer au cœur de la nature. Un dernier chouïa. Normalement, le soleil, il se lève où? Il se lève par là. C'est quoi par là? Vers l'est. À l'est, et il se couche À l'ouest. à l'ouest par là. Sauf qu'ici, on est en Islande, que nous sommes au mois de juin. Donc vous allez voir que le soleil il va aller jusqu'au nord, il va toucher l'horizon, il va se relever tout de suite. Et comme vous allez dormir, je vais mettre cette petite caméra sur le toit du camion qui va enregistrer une image toutes les 5 secondes. Et comme ça, demain, on pourra voir que le soleil ne s'est pas couché. Mais vous, au lit. Allez, hop. Moi, je veux voir. Alors, où on va ce matin? On va aller chercher le pain. Il doit être trop cuit le pain. Oh punaise, il a gonflé. Magnifique. Ouais, le hein?
appétit. Super bon. Pour terminer ce voyage au pays des volcans, on ne peut faire l'impasse sur la capitale, Reykjavik. Les 2 tiers des Islandais vivent ici. L'hiver, la température extérieure tourne autour de -10 degrés. Mais heureusement, grâce à la géothermie, les trottoirs dans les rues sont chauffés comme les maisons et bien sûr les piscines. Pour admirer la ville dans sa totalité, il faut grimper au sommet de l'église luthérienne Hallgrímskirkja, construite tout en béton. Fred, Laure, Martin et Shin poursuivent leur balade en faisant bien attention à ne pas déranger les elfes. La journée se termine dans le parc d'attractions éducatives de Reykjavik. Mais Islande oblige, ce parc est certifié 100% recyclé. Tu fais quoi, Shin? Du recyclage. Et comment tu fais alors pour recycler? Tu fais quoi? Par exemple, je trouve des planches par terre et j'ai clous pour faire des cabanes. Tu peux construire tout ce que tu veux et que tu as tous les matériaux que tu veux. On a essayé d'accrocher des cordages à un grand bâton. Ah ouais, d'accord. Et alors ça, c'est quoi? C'est des cordages avec des roues pour entraîner les enfants à grimper. Et pourquoi tu penses que c'est une bonne idée? Comme ça, tous les filets, ils restent pas dans l'océan à polluer. Ah, d'accord. Dès le lendemain, la famille quitte la ville peu adaptée à leur camion maison pour aller quelques kilomètres plus au sud visiter le fameux lagon bleu. On va où, Shin? Au Blue Lagoon. C'est une piscine d'eau chaude naturelle. Tu veux pas te baigner? Si. Regarde, on arrive. Le Blue Lagoon. Le lagon bleu est une station thermale très prisée des Islandais et des touristes. On vient ici du monde entier pour bénéficier des bienfaits de son eau. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Blue Lagoon. Bonjour. Alors c'est ça le fameux Blue Lagoon. Oui, c'est l'incroyable Blue Lagoon, l'une des 25 merveilles du monde selon le National Geographic. Le Blue Lagoon a été créé en 1976. Comme vous pouvez le voir, il y a une centrale géothermique là-bas. Le forage descend à 2 km sous la surface pour approvisionner les foyers islandais en eau chaude. Et rapidement, ils se sont rendus compte qu'un excédent d'eau jaillissait avec ce bleu atypique. Cette eau turquoise est efficace dans le traitement de maladies de la peau telles que le psoriasis et l'eczéma en renforçant les barrières naturelles de notre derme. Les masques de silice sont particulièrement efficaces. Suite à la découverte de ces vertus, une station de recherche ainsi qu'une clinique dermatologique ont ouvert à côté de la station. Au Blue Lagoon, il y a 3 ingrédients principaux, la silice, les algues et les minéraux. La silice a un effet raffermissant sur la peau. Les algues ont des vertus anti-âge et les minéraux un effet rééquilibrant. Donc on peut dire que c'est une harmonie parfaite entre la nature et la science. Vous en mettez sur votre visage, sur votre corps aussi si vous le voulez. Vous laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Et votre peau sera bien hydratée, plus douce, et vous paraîtrez 20 ans de moins. 20 ans de rajeunissement, dans mon cas, ça va être plutôt pas mal. Mais pour toi, Shin, moins 20 ans, ça va faire moins 14 ans. Eh ben, tu vas pas être grande. Tu vas pas être grande du tout, hein. Fais attention, tu vas disparaître. Une visite en Islande ne serait pas complète sans observer la dérive des glaces. La famille a décidé de finir le voyage au bord de la mer d'iceberg de Jökulsárlón, un endroit magique. C'est un bras de mer
qui allait jusqu'à un gigantesque glacier. Et il y a des petits bouts qui tombent dans l'eau, dans les bras de mer, et après qui s'emportent vers la mer. Alors voici sans doute un des endroits les plus magiques d'Islande. Bon nombre de publicités sont tournées ici d'ailleurs, et on comprend facilement pourquoi. En plus aujourd'hui on a un soleil radieux qui met tout ça en valeur. Pour moi c'est une merveille de la nature, vraiment, qu'il faut préserver absolument. C'est dans ce lieu symbolique que le long voyage de Fred, Laure, Martin et Chine s'achève. L'Islande résume parfaitement ce que la famille retiendra de ce tour du monde. La fragilité des milieux naturels, des paysages grandioses et des rencontres étonnantes. Mais surtout des centaines d'idées nouvelles pour réconcilier l'homme et la nature.